Eh bien, bonjour. Alors, je vais vous lire Utopie de Thomas More. Thomas More, qui était d'abord qui est quand même un philosophe, un humaniste, mais un homme politique important et qui finit par être décapité parce qu'il s'oppose, c'est un peu compliqué mais je réduis, il s'oppose au mariage de Henri VIII avec Anne Boleyn qui était sa maîtresse. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous avez Internet. Donc l'utopie. Alors, je grandis, voilà. Ce n'est pas sans quelque honte, très cher Pierre-Gilles, que je vous envoie ce petit livre sur la République d'Utopie, après vous l'avoir fait attendre près d'une année. Alors que certainement vous comptiez le recevoir dans les 6 semaines. Vous saviez en effet que, pour le rédiger, j'étais dispensé de tout effort d'invention et de composition, n'ayant qu'à répéter ce qu'en votre compagnie j'avais entendu exposé par Raphaël. Je n'avais pas davantage à soigner la forme, car ce discours ne pouvait avoir été travaillé, ayant été improvisé au dépourvu par un homme qui, au surplus, vous le savez également, connaît le latin moins bien que le grec. Plus ma rédaction se rapprocherait de sa familière simplicité, plus elle se rapprocherait aussi de l'exactitude qui doit être et qui est mon seul souci en cette affaire. Toutes les circonstances, je le reconnais, mon cher Pierre, m'ont donc facilité le travail au point qu'il ne m'en est guère resté. Assurément, s'il m'avait fallu inventer ce qui suit, ou le mettre en forme, un homme, même intelligent, même instruit, aurait eu besoin de temps et d'études, qu'on m'eût demandé une relation non seulement exacte, mais encore élégante. Jamais je n'y aurais suffi quelque temps, quelques ailes que j'y eusse mis. Mais, libéré des scrupules qui m'auraient coûté tant de travail, j'avais simplement à consigner par écrit ce que j'avais entendu, ce qui n'était plus rien. Cependant, pour terminer ce rien, mes occupations me laissent en fait de loisirs moins que rien. J'ai à plaider, à entendre des plaideurs, à prononcer des arbitrages, des jugements, à recevoir les uns pour mon métier, les autres pour mes affaires. Je passe presque toute la journée dehors, occupé des autres. Je donne aux miens le reste de mon temps. Ce que j'en garde pour moi, c'est-à-dire pour les lettres, n'est rien. Rentré chez moi, en effet, j'ai à causer avec ma femme, à bavarder avec les enfants, à m'entendre avec les domestiques. Je compte ces choses comme des occupations, puisqu'elles doivent être faites, et elles le doivent si on ne veut pas être un étranger dans sa propre maison, et qu'il faut avoir les rapports les plus agréables possibles avec les compagnons de vie que la nature ou le hasard nous ont donnés, ou bien
que nous avons choisis nous-mêmes, sans aller toutefois jusqu'à les gâter par trop de familiarité et à se faire des maîtres de ses serviteurs. Tout cela mange le jour, le mois, l'année, quand arrivé à écrire, et je n'ai pas parlé du sommeil, ni des repas auxquels bien des gens accordent autant d'heures qu'au sommeil lui-même, lequel dévore plus de la moitié de la vie. Le peu de temps que j'arrive à me réserver, je le dérobe au sommeil et au repas. Comme c'est peu de choses, j'avance lentement. Comme c'est quelque chose malgré tout, j'ai terminé l'utopie et je vous l'envoie, cher Pierre, afin que vous la lisiez et que, si j'ai oublié quelque chose, vous m'en fassiez souvenir. Ce n'est pas sous ce rapport que j'ai le plus à me défier de moi-même. Je voudrais pouvoir compter sur mon esprit et sur mon savoir autant que, jusqu'à présent, je compte sur ma mémoire. Je n'en suis pas néanmoins à me croire incapable de rien oublier. Me voici en effet plongé dans une grande perplexité par mon jeune compagnon John Clément, qui nous accompagnait, vous le savez, car je ne tiens jamais à l'écart d'un entretien dont il peut retirer quelques fruits, tant j'espère voir un jour cette jeune plante nourrie du suc des lettres latines et grecques donner des fruits excellents. Si je me rappelle bien, Hytlodé nous a dit que le pont d'Amorote, qui franchit le fleuve Anhydre, a 500 pas de long. Notre John prétend qu'il faut en rabattre 200, que la largeur du fleuve ne dépasse pas 300 pas à cet endroit. Faites, je vous prie, un effort de mémoire. Si vous êtes d'accord avec lui, je me rangerai à votre avis et je me déclarerai dans l'erreur. Si vous n'en savez plus rien, je m'en tiendrai à ce que je crois me rappeler, car mon principal souci est qu'il n'y ait dans ce livre aucune imposture. S'il subsiste un doute, je préférerais une erreur à un mensonge, tenant moins à être exact qu'à être loyal. Vous pourrez aisément me tirer d'embarras en interrogeant Raphaël lui-même ou en lui écrivant. Et vous allez être obligé de le faire à cause d'un autre doute qui nous vient. Est-ce par ma faute, par la vôtre, par celle de Raphaël lui-même? Je ne saurais le dire. Nous avons en effet négligé de le lui demander. Et il n'a pas pensé à nous dire dans quelle partie du nouveau monde Utopie est située. Je donnerais beaucoup pour acheter cet oubli, car j'ai quelque honte à ignorer dans quelle mer se trouve l'île au sujet de laquelle j'ai tant à dire. D'autre part, un homme pieux de chez nous, théologien de profession, brûle, et il n'est pas le seul, d'un vif désir d'aller en utopie. Ce qui l'y pousse n'est pas une vaine curiosité de voir du nouveau. Il souhaiterait encourager les progrès de notre religion qui se trouve là-bas, heureusement, implantés. Comme il désire le faire selon les règles, il a décidé de s'y faire envoyer par le souverain pontife et même à titre d'évêque des Utopiens, sans se laisser arrêter par le scrupule d'avoir à implorer cette prélature. Il estime en effet qu'une ambition est louable si elle est dictée, non par un désir de prestige ou de profit, mais par l'intérêt de la religion.
C'est pourquoi je vous requiers, mon cher Pierre, de presser Itlodé, oralement, si vous le pouvez aisément, sinon par lettre, afin d'obtenir de lui qu'il ne laisse subsister dans mon œuvre rien qui soit inexact, qu'il n'y laisse manquer rien qui soit véritable. Je me demande s'il ne vaudrait pas mieux lui faire lire l'ouvrage. S'il s'agit d'y corriger une erreur, nul en effet ne pourra mieux que lui. Et il ne saurait s'en acquitter s'il n'a lu ce que j'ai écrit. De plus, ce sera pour vous un moyen de savoir s'il voit d'un bon œil que j'ai composé cet écrit ou s'il en est mécontent. Car s'il a décidé de raconter lui-même ses voyages, il préfère peut-être que je m'abstienne. Et je ne voudrais certes pas, en faisant connaître l'état utopien, enlever à son récit la fleur et le prix de la nouveauté. À vrai dire, je ne suis pas encore tout à fait décidé à entreprendre cette publication. Les hommes ont des goûts si différents, leur humeur est parfois si fâcheuse, leur caractère si difficile, leur jugement si faux, qu'il est plus sage de s'en accommoder pour en rire que de se ronger de soucis à seule fin de publier un écrit capable de servir ou de plaire, alors qu'il sera mal reçu et lu avec ennui. La plupart des gens ignorent les lettres, beaucoup les méprisent. Un barbare rejette comme abrupt tout ce qui n'est pas franchement barbare. Les demi-savants méprisent comme vulgaire tout ce qui n'abonde pas en termes oubliés. Il en est qui n'aiment que l'ancien. Les plus nombreux ne se plaisent qu'à leurs propres ouvrages. L'un est si austère qu'il n'admet aucune plaisanterie. Un autre a si peu d'esprit qu'il ne supporte aucun badinage. Il en est de si fermés à toute ironie qu'un persiflage les fait fuir, comme un homme mordu par un chien enragé quand il voit de l'eau. D'autres sont capricieux, au point que, debout, ils cessent de louer ce qu'assis ils ont approuvé. D'autres tiennent leurs assises dans les cabarets et, entre deux pots, décident du talent des auteurs, prononçant péremptoirement condamnation au gré de leur humeur, ébouriffant les écrits d'un auteur comme pour lui arracher les cheveux un à un, tandis qu'eux-mêmes sont bien tranquillement à l'abri des flèches, les bons apôtres, tondus et rasés comme des lutteurs, pour ne pas laisser un poil en prise à l'adversaire. Il en est encore de si malgracieux qu'ils trouvent un grand plaisir à lire une œuvre sans savoir plus de gré de l'auteur, semblable à ces invités sans éducation qui, généreusement traités, à une table abondante, s'en retournent rassasiés sans un mot de remerciement pour l'hôte. Il va maintenant préparer à tes frais un banquet pour des hommes au palais si exigeant, au goût si différent, doué d'autant de mémoire et de reconnaissance. Entendez-vous avec Itlodé, mon cher Pierre, au sujet de ma requête, après quoi je pourrai reprendre la question depuis le début. S'il donne son assentiment, puisque je n'ai vu clair qu'après avoir terminé ma rédaction, je suivrai, en ce qui me concerne, l'avis de mes amis et le vôtre en premier lieu. Portez-vous bien, votre chère femme et vous, et gardez-moi votre amitié. La mienne, pour vous, ne fait que grandir.
Livre premier. Discours du très sage Raphaël Iclaudet sur la meilleure forme de gouvernement par l'illustre Thomas Morus, citoyen et vice-shérif de Londres, célèbre cité anglaise. J'ai oublié de préciser tout à l'heure que cette œuvre date de 1516, c'est-à-dire du XVIe siècle. L'invincible roi d'Angleterre, Henri, huitième du nom, remarquable par tous les dons qui distinguent un prince éminent, eut récemment avec le sérénissime prince Charles de Castille un différend portant sur des questions importantes. Il m'envoya en Flandre comme porte-parole, avec mission de traiter et de régler cette affaire. J'avais pour compagnon et pour collègue l'incomparable Cuthbert Tunstall, à qui le roi, au milieu de l'approbation générale, a récemment confié les archives de l'État. Je n'entreprendrai pas de le louer, donc je redoute qu'on récuse comme insincère le témoignage de l'amitié, mais parce que son caractère et son savoir sont au-dessus de tout éloge que je pourrais faire. Trop connu, trop célébré, pour que je doive y rien ajouter, à moins que je ne veuille, comme on dit, allumer une lanterne pour faire voir le soleil. Nous rencontrâmes à Bruges, ainsi qu'il avait été convenu, les mandataires du prince, tous les hommes éminents. À leur tête se trouvait, figure imposante, le préfet de Bruges, puis bouche et cœur de la délégation Georges de Temsek, prévôt de Cassel. Sa parole est d'une éloquence à la fois naturelle et cultivée. Il est excellent juriste et traite les affaires en praticien dont l'esprit pénétrant est servi par une longue expérience. Nous nous rencontrâmes une ou deux fois sans parvenir sur certains points à un accord satisfaisant. Sur quoi ils nous dirent adieu et s'en furent à Bruxelles consulter l'oracle, prendre l'avis du prince. Quant à moi, entre-temps, je me rendis à Anvers, où j'avais affaire. Je reçus souvent pendant ce séjour, parmi d'autres visiteurs, et bienvenu entre tous, Pierre Gilles. Né à Anvers, il y jouit d'un grand crédit et d'une situation en vue parmi ses concitoyens digne de la plus élevée, car le savoir et le caractère de ce jeune homme sont également remarquables. Il est en effet plein de bonté et d'érudition, accueillant chacun libéralement, mais lorsqu'il s'agit de ses amis, avec tant d'élan, d'affection, de fidélité, de sincère dévouement, qu'on trouverait peu d'hommes à lui comparer quant aux choses de l'amitié. Peu aussi ont sa modestie. Son absence d'affectation, son bon sens naturel, autant de charme dans la conversation, autant d'esprit avec si peu de malice. Bref, la douceur de son entretien, l'agrément de sa conversation m'allégèrent grandement le regret de ma patrie, de mon foyer, de ma femme et de mes enfants. Et cependant, mon désir de les revoir tournait à l'inquiétude, car j'étais parti depuis plus de 4 mois. Je me trouvais un jour dans l'église Notre-Dame, monument admirable et toujours plein de fidèles. J'avais assisté à la messe et, l'office terminé, je m'apprêtais à rentrer à mon logis, quand je vis Pierre Gilles en conversation avec un étranger. Un homme sur le retour de l'âge,
au visage hâlé, à la barbe longue, un caban négligemment jeté sur l'épaule. Sa figure et sa tenue me parurent celles d'un navigateur. Dès que Pierre m'aperçut, il vint à moi, me salua et, prévenant ma réponse, m'entraîna un peu à l'écart en désignant celui avec lequel je l'avais vu s'entretenir. « Vous voyez, dit-il, cet homme, je me préparais à l'emmener tout droit chez vous. Il eût été très bienvenu, dis-je, recommandé par vous. Recommandé bien plutôt par lui-même, dit-il, dès que vous le connaîtrez. Il n'est personne sur la terre qui en est aussi long à raconter concernant les hommes et les terres inconnues, et c'est là, je le sais, un sujet dont vous êtes des plus curieux. Eh bien, dis-je, je n'avais donc pas si mal deviné, car au premier regard, j'avais tenu cet homme pour un capitaine de vaisseau. En quoi vous étiez bien loin de la réalité, dit-il. Car s'il avait navigué, ce ne fut pas comme Palinure, mais comme Ulysse, ou plutôt encore comme Platon. Ce Raphaël, en effet, car il s'appelle ainsi, et Hytlodée est son nom de famille, connaît assez bien le latin et très bien le grec, qu'il a étudié avec un soin plus particulier, car il s'était voué à l'étude de la philosophie, et il estimait que rien d'important n'existe en latin dans ce domaine, si ce n'est quelques morceaux de Sénèque et de Cicéron. Il a laissé à ses frères le patrimoine qui lui revenait dans son pays, le Portugal, et désireux de voir le monde, s'est joint à Améric Vespuce pour les 3 derniers de ces 4 voyages, dont on lit aujourd'hui la relation un peu partout. Il l'accompagna continuellement, si ce n'est qu'à la fin, il ne revint pas avec lui. Améric l'autorisa, sur ses instances, à faire partie de ces 24 qui, au terme de la dernière expédition, furent laissés dans un château fort. Il y resta par vocation personnelle, en homme qui se soucie plutôt de courir le monde que de savoir où il sera enterré. Il répète volontiers, à défaut d'urne funéraire, toute cendre a le ciel pour linceul. Et pour aller vers les dieux, d'où que l'on parle, le chemin est le même. Opinion qui lui aurait coûté cher si Dieu ne l'avait protégé. Après le départ de Vespuce, il parcourut quantité de pays avec 5 de ses compagnons de la garnison. Une chance extraordinaire l'emmena à Ceylan, puis à Calcutta, où il n'eut pas de peine à trouver des vaisseaux portugais qui le ramenèrent contre toute espérance dans son pays. Quand Pierre eut terminé son récit, je le remerciai de son empressement à me ménager un entretien avec un homme dont il jugeait que la conversation me serait profitable. Je m'avançai vers Raphaël. Nous saluâmes en échangeant les paroles qui conviennent à une première rencontre, puis nous entrâmes chez moi, où dans le jardin, assis sur un banc de gazon, nous nous mîmes à causer. Raphaël nous conta comment, après le départ de Vespuce, lui-même et les compagnons qui étaient restés dans la forteresse se mirent à rencontrer les indigènes et à leur faire des cadeaux, au point d'avoir des relations non seulement pacifiques, mais amicales avec eux, et d'acquérir les bonnes grâces d'un prince dont j'ai oublié le nom et le pays. Grâce à sa libéralité,
Raphaël et les siens furent largement pourvus de provisions et d'argent, ainsi que d'un guide très sûr pour les conduire pendant le voyage qu'ils firent par eau sur des radeaux, sur terre en chariot, et pour les introduire auprès des autres princes qu'ils abordaient dûment recommandés. Après plusieurs jours de marche, ils avaient trouvé des bourgs, des villes, des États bien administrés et très peuplés. De part et d'autre de la ligne équatoriale, sur une étendue à peu près égale à l'orbite que parcourt le Soleil, s'étendent à vrai dire de vastes déserts, grillés par une chaleur sans répit. Tout est là, aride et stérile, région affreuse et sauvage, peuplée de fauves et de serpents, d'hommes aussi, mais féroces comme des bêtes et non moins dangereux. Mais une fois sur cette zone dépassée, la nature retrouve peu à peu quelque douceur. Le ciel est moins impitoyable, le sol se couvre d'une douce verdure, les êtres vivants sont moins farouches, enfin apparaissent des peuples, des villes, des bourgs, des relations continuelles par terre et par mer, entre voisins et même entre pays très éloignés. C'est ainsi que les 6 compagnons ont pu visiter ici ou là quantité de pays, car aucun navire n'était prêt à appareiller pour quelque destination que ce fût, sans qu'on leur permît le plus volontiers du monde d'y monter. Les premiers vaisseaux qu'ils virent avaient la carène plate, des voiles faites de papyrus cousu ou de verges de saule tressées, ailleurs de cuir. Ils trouvèrent ensuite des carènes arquées et des voiles de chanvre, bref, des usages semblables aux nôtres. Les marins avaient l'expérience du ciel et de la mer, mais Raphaël nous dit avoir gagné un grand prestige auprès d'eux en leur expliquant l'usage de l'aiguille aimantée qu'ils ignoraient complètement jusque-là. C'est pourquoi ils ne se confiaient à la mer qu'avec une extrême prudence et ne s'y risquaient volontiers que pendant l'été. Guidés par la pierre magnétique, ils bravent à présent les hivers sans crainte, sinon sans danger, si bien qu'une chose dont ils auguraient de grands avantages risque de devenir, par leur imprudence, la cause de grands maux. Ce que Raphaël nous a raconté avoir vu dans chaque région serait trop long à rapporter et en dehors du propos de ce présent ouvrage. Peut-être en parlerons-nous ailleurs, et notamment des choses qu'il est utile de ne pas ignorer. Par exemple, en premier lieu, les sages institutions qu'il a observées chez des peuples vivant en société civilisée. C'est sur ces questions que nous l'interrogions le plus avidement et qu'il nous répondait le plus volontiers, sans s'attarder à nous décrire des monstres, qui sont tout ce qu'il y a de plus démodé. Des Scylla et des Sélènes, et des harpies voraces, et les trigons cannibales, et autres prodiges affreux du même genre. Où n'en trouve-t-on pas? Mais des hommes vivant en cité sagement réglés, voilà ce qu'on ne rencontre pas n'importe où. Assurément, il a relevé parmi ces peuples inconnus beaucoup de coutumes absurdes, mais aussi d'autres, assez nombreuses, que l'on pourrait prendre comme modèle pour corriger des erreurs commises dans nos villes, nos pays, nos royaumes. Tout cela, je le répète, j'en parlerai ailleurs. Ma seule intention aujourd'hui est de rapporter ce qu'il a dit des mœurs et des institutions des utopiens. Je reproduirai toutefois la conversation qui nous a amenés à en faire mention. Raphaël nous avait rappelé avec beaucoup de sagesse des erreurs commises chez nous ou ailleurs,
nombreuses certes, où que ce soit, mais aussi ici et là, des mesures plus opportunes. Il possédait en effet les coutumes et les institutions de chaque pays, comme s'il avait passé sa vie entière dans chacune des régions qu'il avait traversées. Pierre lui dit avec admiration, « Je me demande vraiment, cher Raphaël, pourquoi vous ne vous attachez pas à la personne d'un roi. Il n'en est aucun, j'en suis sûr, qui ne vous accueillerait avec joie, car vous auriez de quoi le charmer par votre savoir, votre expérience des pays et des hommes, et vous pourriez ainsi l'instruire par des exemples, le soutenir par votre jugement. Ce serait tout d'un coup servir excellemment vos propres intérêts et être d'un grand secours à tous ceux de votre entourage. En ce qui concerne ma famille, répondit-il, je n'ai guère à m'en soucier, car je crois avoir passablement accompli mon devoir envers elle. Les biens auxquels les autres hommes ne renoncent pas avant d'être vieux et malades, et même alors de fort mauvais gré, et parce qu'ils ne sont plus capables de les conserver, je les ai distribués à mes parents et amis alors que j'étais en bonne santé, robuste et en pleine jeunesse. Ils doivent, je pense, tenir satisfaits de ma libéralité sans exiger, sans s'attendre en plus, que j'aille, pour leur plaire, me mettre en servage auprès des rois. Entendons-nous, dit Pierre. Je souhaitais vous voir rendre service aux rois et non vous mettre à leur service. Petite différence, me répondit-il. Nommez-la comme vous voulez, dit Pierre. Je persiste à penser que ce serait le vrai moyen d'être utile au public, aux individus et de rendre votre propre condition plus heureuse. Plus heureuse, s'écria Raphaël par un moyen en complet désaccord avec mon caractère. Je vis aujourd'hui à ma guise, ce qui, j'en suis sûr, est le lot de très peu d'hommes au pouvoir. Ceux qui briguent l'amitié des puissants sont du reste bien assez nombreux, et la perte ne sera pas plus grande qu'ils doivent se passer de moi et de quelques autres de mon espèce. Je pris alors la parole. Il est bien évident, cher Raphaël, que vous n'êtes altéré ni de richesse ni de puissance. Un homme qui pense comme vous m'inspire, à moi, autant de respect que le plus grand seigneur. Il me semble toutefois que vous feriez une chose digne de vous, de votre esprit si noble, si vraiment philosophe, en acceptant, fût-ce au prix de quelque inconvénient personnel, d'utiliser votre intelligence et votre savoir-faire au bénéfice de la chose publique. Et vous ne pourriez le faire plus efficacement qu'en entrant dans le conseil de quelques grands princes, auxquels, j'en suis sûr d'avance, vous donneriez des avis conformes à l'honneur et à la justice. Car c'est du prince que ruisselle sur le peuple entier, comme d'une source intarissable, les biens et les maux. En vous est une science qui pourrait se passer de l'expérience, et une expérience qui pourrait se passer de la science, pour vous qualifier comme un éminent conseiller de n'importe quel roi. En quoi, mon cher mort, vous vous trompez deux fois, dit-il. D'abord sur mon compte, ensuite sur la chose elle-même. Je n'ai pas les lumières que vous m'attribuez, et je les aurais même. Je sacrifierais mon repos, ce serait sans aucun profit pour l'État. Les princes, en effet, la plupart
sinon tous, concentrent leurs pensées sur les arts de la guerre, pour lesquels je n'ai et ne désire avoir aucune compétence, bien plus volontiers que sur les arts bienfaisants de la paix. Et ils s'intéressent beaucoup plus aux moyens, louables ou non, d'acquérir de nouveaux royaumes qu'à ceux de bien administrer leur héritage. D'autre part, parmi les membres des conseils royaux, tous ont assez de sagesse pour n'avoir nul besoin d'un avis étranger, ou du moins s'imaginent être sages, assez sages, pour pouvoir être sourds à l'avis d'autrui. Ce sont les opinions les plus sottes qui reçoivent leur acquiescement, leur flatterie, pourvu que celui qui les présente soit au comble du crédit auprès du prince, lequel, ils espèrent, se rendre favorable par leur acquiescement. Chacun se complaît à ses propres idées, c'est la nature qui en est ainsi décidée. Le corbeau trouve ses petits charmants et la vue du jeune singe enchante ses parents. Mais si dans cette assemblée de gens jaloux ou vaniteux, quelqu'un vient à léguer, fruit de ses lectures, une mesure prise autrefois ou dans un autre pays, ou encore ce qu'il a lui-même constaté à l'étranger, ses auditeurs se comportent exactement comme si toute leur réputation de sagesse était menacée, comme s'ils devaient être tenus désormais pour des sots, s'ils trouvent aussitôt de quoi infirmer l'opinion d'autrui. Faute d'autres arguments, ils recourent à celui-ci. Ce que nous préconisons a eu l'approbation de nos ancêtres. Nous ne pouvons rien faire de mieux que d'imiter leur sagesse. Sur quoi ils se rasseyent comme si le problème avait été parfaitement résolu. Faut-il vraiment redouter de découvrir, sur un sujet quelconque, un homme plus avisé que ses aïeux, alors que c'est justement ce qu'ils ont fait de mieux que nous envoyons promener le plus tranquillement du monde. Tandis que nous nous cramponnons sous prétexte de tradition à ce qui pourrait être amélioré. C'est sur des préjugés de ce genre, dictés par l'orgueil, la sottise et l'entêtement, que je suis tombé souvent, une fois en Angleterre. Quoi, dis-je? Vous êtes venu chez nous? Eh oui, dit-il. J'y ai passé quelques mois. Peu après la bataille où les Anglais de l'Ouest, révoltés contre le roi, furent écrasés en une pitoyable défaite. J'ai contracté alors une grande dette de reconnaissance envers le révérend John Morton, archevêque de Canterbury et cardinal, qui à cette époque était également chancelier d'Angleterre. Un homme, mon cher Pierre, car je vais dire, mort, n'a pas à l'apprendre, digne de respect par sa sagesse et son caractère autant que par sa haute situation. C'était un homme de taille moyenne, ne paraissant pas son âge, déjà avancé. Son visage inspirait le respect, non la crainte. Sa conversation était sans raideur, mais pleine de sérieux, de dignité. Il prenait parfois plaisir à aborder un solliciteur. Oh. J'ai oublié de le mettre en sourdine. Bon, ben, je vais devoir m'arrêter là. Donc, je m'arrête page en haut de la page 9. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une bonne réflexion.